le soir. Radio X. Il est 20h pour nous joindre en studio, c'est le live à radiox.com au téléphone, c'est le 670-9098-1-877-440-2464 s'il se passe quelque chose. S'il y a des radars, les radars mobiles à Régis, on veut savoir où ils sont. Radar à radiox.com. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier, il est au bout du fil, c'est aussi un très très grand voyageur. ChristianPage.ca, salut! Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Tu te remets lentement mais sûrement de ton voyage à New York? Oui, effectivement, je suis rentré il y a quelques jours, 3-4 jours. Écoute, ce fut un voyage très intéressant. J'y tournais des images pour ma prochaine série documentaire qui sera diffusée cet automne à Historia, qui va s'intituler L'enquêteur du paranormal. En fait, le même titre que les ouvrages que j'ai publiés. Ouais. Et puis c'est ça. On essaie dans cette série-là, on va essayer de présenter des phénomènes paranormaux, mais avec une approche, disons, un peu plus critique. Pas forcément sceptique, mais plus critique, en essayant de faire appel au bon sens. Et puis, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, j'étais à New York, en particulier pour couvrir le dossier d'Amityville, une histoire célèbre, peut-être l'histoire de maison hantée la plus célèbre du 20e siècle. Et puis donc, j'ai rencontré des policiers, des journalistes qui ont été impliqués dès les premiers moments de cette histoire-là. En tout cas, je réserve aux gens la surprise de ça cet automne. En tout cas, c'est à Historia, l'enquêteur du paranormal. Chronique insolite de la semaine, tu veux nous parler des effets de la Lune, des effets de la pleine Lune. Laurence, tu y crois-tu, toi, la pleine Lune? T'es-tu différente? As-tu le goût de sortir comme un loup-garou, aller chasser des... Moi, je suis pas différente, mais je remarque qu'il arrive des affaires spéciales les soirs de pleine Lune. Comme quoi? Des fois, on reçoit des affaires bizarres. Ouais. Il y a des légendes qui nous disent que les policiers sont beaucoup plus occupés les soirs de pleine lune. Les hôpitaux seraient plus occupés aussi les soirs de pleine lune. Christian, qui dit vrai? Et toi, Yannick, est-ce que tu as des enfants? Oui. Évidemment, c'est peut-être que toi et Madame Marceau, vous vous êtes dit à un moment donné, à soir, le petit est turbulent, fait que ça doit être la pleine lune. Non, ça c'est quand je coupe le gâteau en demi-lune. Ah, OK. Et il mange. Ou quand tu lui donnes trop de café. Où ça? La pleine lune, ça a-tu des effets, oui ou non? En fait, tu vas être un peu déçu parce que tout ce que tu as mentionné, statistiquement parlant, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que chez les histoires les hôpitaux sont plus occupés les pleines lunes, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'accouchements les pleines lunes. En fait, on pense que tout ça, ce sont des légendes urbaines qui sont nées, par exemple, je sais pas moi, une nuit dans un hôpital, on peut avoir, par exemple, 3 accouchements. Et là, ça se peut que les infirmières se soient dites, mon Dieu, 3 accouchements la même nuit, ça doit être la pleine lune. Mais personne n'est sorti dehors pour vérifier si c'était vrai, là. Parce que quand on regarde sur le plan de la statistique, il n'y a pas plus d'accouchements les soirs de pleine lune que les autres soirs. Pour ce qui est de la criminalité, c'est vrai qu'il peut y avoir, dans certains cas, il y a des études statistiques qui semblent démontrer qu'il y aurait plus d'activité criminelle les soirs de pleine lune, mais ça n'a pas vraiment un lien, disons, sur le comportement n'est pas lié à la pleine lune, mais simplement à la lumière, parce que en ce sens qu'un criminel qui veut commettre un acte délictueux, évidemment, la pleine lune, il y a plus de lumière. Donc, il y a moins besoin de se promener dans la ruelle avec sa lampe de poche. Donc, ça va favoriser le crime. La pleine lune va favoriser le crime, mais c'est pas parce que ça a un effet psychologique. On a cette tendance-là également à croire à cela parce que on dit souvent que le corps humain est composé à 95-98% d'eau. Et on sait que les marées sont influencées par la Lune. Effectivement. Alors, parce que comme le corps humain est composé majoritairement d'eau, on se dit, ça doit être, si ça a un effet sur les marées, ça doit avoir un effet sur l'organisme humain. Mais encore là, c'est absolument faux. On n'est pas comme les marées, comme c'est faux de croire que si tu te fais couper les cheveux un soir, une journée de pleine lune, ça va pousser plus dru ou plus fourni. C'est pas vrai. Hey, ma grand-mère me disait ça, Christian. Ah, je sais, mais c'est pas vrai. Et là, tu vois, on a une énième étude qui vient démontrer ça. Et en fait, on l'a surtout réalisé auprès des enfants. Ça s'est fait tout près de chez nous. En fait, c'est une étude qui a été menée par le docteur Jean-Philippe Chaput de l'Eastern Ontario Research d'Ottawa. C'est un centre de recherche en pédiatrie qui est associé à l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Et cette étude vient d'être publiée dans le très sérieux Journal of Frontiers in Pediatrics.
Et là, donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a étudié les comportements d'enfants âgés entre 9 et 11 ans. On a choisi 5812 enfants répartis dans 12 pays, des deux sexes, et évidemment des enfants qui viennent de milieux socio-économiques tout à fait différents. Et puis là, cette étude a duré pendant 28 mois. Et durant cette période de 28 mois, on a enregistré 3 pleines lunes, 3 demi-lunes et 3 nouvelles lunes. Et à travers ça, évidemment, ce que l'on a essayé de documenter, c'est tous les aspects comportementaux des enfants. Puis pourquoi des enfants? Ben parce que l'on s'est dit que si la pleine lune avait des effets sur les comportements, les adultes, on va avoir tendance à mieux se contrôler. Hein? Je dis, bon, je suis un petit peu excité à soir, mais je vais garder mon calme. Alors que les enfants, on le sait, n'ont pas cette inhibition. Donc on s'est dit, on va regarder comment les enfants réagissent, d'autant plus que les enfants seraient les premiers à réagir à ces effets de pleine lune. Alors, on a tout regardé, leur agitation, l'irritabilité, les périodes de sommeil et même l'appétit des enfants. Est-ce qu'ils ont plus faim, moins faim les jours de pleine lune? Et finalement, tout ça pour démontrer que, encore une fois, l'étude vient confirmer ce que l'on savait déjà. La pleine lune n'a absolument aucun effet sur nos comportements. En fait, ce que l'étude nous dit, la seule chose qu'eux ont remarqué, et même là, ils mettent un bémol là-dessus, dans le cas de cette étude, ils ont remarqué que les enfants avaient dormi en moyenne 5 minutes de moins les nuits de pleine lune. C'est la seule affaire qu'on a remarqué. Puis même les scientifiques, à la fin de l'étude, ils mettent un bémol là-dedans. Et si on avait fait l'étude sur une plus longue période de temps, il est possible que cette petite anomalie statistique se serait résorbée. Donc, finalement, on n'a absolument aucune raison de croire que la Lune a des effets sur nos comportements. Donc là, la légende qui dit que la pleine Lune a des effets sur nos comportements, c'est terminé, ça doit plus exister. Maintenant, les tempêtes, tu penses-tu? Parce que on dit souvent quand il y a une tempête de neige, là, tu sais, quelques heures avant, on disait tout le monde est énervé, comment ça? C'est vrai, il y a une tempête de neige qui s'en vient. Je pense que là, on fait beaucoup de raccourcis. Il faudrait voir, la tempête de neige, les gens qui ont des rhumatismes. Hein? Oui. Il va mouiller demain parce que j'ai mal aux genoux. Mais moi, je fais ça des fois. Faut que je me confesse, là, ça va être typique, Laurence, tout le monde va se mettre à rire. Mais quand j'ai mal aux jointures dans mes mains, là, ça veut dire qu'il va vraiment mouiller puis ça marche. Ouais, mais c'est parce que sur 2 semaines, il peut mouiller, c'est sûr, là. Non, vraiment tomber, là, écoute, là, tomber des cordes, là, j'ai mal aux jointures comme si je faisais de l'arthrite. Ah ouais. Ah ouais, puis mouillation. Christian, t'as un autre dossier à ouvrir. Ouais, mais tu vois, ça, c'est encore une fois, il y a des études qui ont été menées, là, on ne doutera pas de la parole de Laurence. Ben non. Si Laurence l'a dit, c'est sûr que c'est sûrement vrai, c'est ça. Mais cette problématique de dire, bon, j'ai mal aux jointures, puis il s'est mis à pleuvoir, en fait, et là, je prends pas ce cas-là en particulier, mais ça ressemble un peu, il y a des études qui ont été menées un peu dans le même sens, mais avec les médiums. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Les gens vont voir les médiums, et là, ils reviennent chez eux, puis là, ils disent, wow, je suis allé voir ma médium, c'est extraordinaire, elle m'a dit tel ou tel ou tel truc, et ça s'est produit. Et là, mais quand tu regardes de plus près, tu dis, attends une minute, là, t'es allé passer 2 heures chez ta médium, puis finalement, là, tu me dis qu'elle t'a dit que t'aurais un accident, fait que finalement, t'as eu une crevaison. Est-ce que c'est réellement un accident? Elle t'a dit que tu gagnerais de l'argent, finalement, t'as gagné au bingo la semaine passée 12 piastres. Bon. Et finalement, tu dis, écoute, elle t'a dit 3 affaires en 2 heures et demie, il me semble que c'est peu. Alors là, qu'est-ce que l'on découvre, en fait, c'est que on est conditionné de cette manière-là. C'est-à-dire que notre cerveau ne va enregistrer que les trucs qui vont marcher. Donc, le médium, c'est ça son jeu, c'est de te dire beaucoup d'affaires, parce qu'il sait très bien que seulement les choses qui vont se produire que tu vas retenir. Enfin, plus dites choses, bien évidemment, plus il y a de chances que ces choses-là se produisent. Alors, si on en revient au rhumatisme de Laurence... Oui. Il est possible, et là, je ne fais pas une analyse de cas, mais il est possible que il y a des fois que tu avais mal aux jointures, puis il n'y a pas plu. Fait que tu l'as pas retenu. Oui. Mais tu as retenu des fois que tu avais mal aux jointures et qu'il n'y a plu. Ça se peut peut-être, ça. C'est peut-être possible. Alors, finalement, on découvrirait que sur une longue liste statistique, que finalement, il pleut pas plus souvent ou moins souvent quand Laurence a mal aux jointures. mais elle a tendance à davantage retenir la situation quand il pleut.
Oui. Ça a une logique, hein? Écoute, je regarde ça puis je trouve que ça a de l'allure. Oui. All right. Continuons dans la chronique insolite de Christian Page. L'étrange affaire du Tamaya 1. Oui, écoute, c'est une histoire qui, depuis une semaine, a beaucoup alimenté les rumeurs dans Internet. Et là, on a fait de ça un mystère, mais qui est peut-être plus gros que nature. Alors, je te remets un peu dans le contexte. Il y a quelques jours, il y a un pétrolier de 64 mètres de long, le Tamaya 1, qui s'est échoué sur une plage isolée au Libéria, c'est en Afrique. Et le navire, c'est un peu étrange, là, il battait pavillon nigérien, mais il était enregistré au Panama. Et apparemment, il avait été vendu, les papiers n'étaient pas entièrement transférés. Enfin, l'histoire de la propriété du navire est un peu louche. Ce qui est certain, c'est que lorsque le navire s'est échoué au Libéria, d'après les premiers comptes rendus, le navire était relativement en bon état. Oui. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il était désert de son équipage. Alors là, évidemment, quand on pense à un truc comme ça, les amateurs de mystère, évidemment, très rapidement, la machine à rumeurs se met à circuler. Et là, on s'est mis à comparer cette histoire du Tamaya 1 à un célèbre navire fantôme qu'on appelle le Marie Céleste, qui avait été découvert au large des Açores en 1872 et qui était relativement en bon état, mais qui avait été déserté par son équipage. Et cette histoire-là du Marie Céleste, c'est devenu la plus célèbre histoire de bateau fantôme de toute l'histoire. Alors là, on trouve ce Tamaya 1 échoué au Libéria, personne à bord. Alors là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que les passagers, l'équipage auraient été enlevés par des extraterrestres, victimes d'un mystère digne du triangle des Bermudes? Alors là, déjà, les informations qu'on avait sur le bateau étaient relativement... disons que les commentaires étaient plutôt avares. Hein. La seule chose qu'on savait, que c'était un pétrolier qui était en route pour le port de Dakar, au Sénégal. Le bateau avait été repéré il y a 3 semaines dans les eaux séparant le Gambie du Sénégal. Et à ce moment-là, le navire ne semblait pas en difficulté. Puis là, voilà qu'au gré des courants, il s'est échoué sur la plage. Alors là, le mystère était entier, mais lundi... les amateurs de mystère ont eu droit un peu à leur douche écossaise. Parce que lundi, le ministère de la Défense du gouvernement libérien a laissé savoir que il avait retenu des informations à la presse, mais là, il a rendu public que lorsque les hommes sont montés à bord, le navire présentait des marques, je dirais pas des marques de violence, mais visiblement, le navire avait été pillé. Il y avait des traces d'incendie à bord du navire et les écoutilles extérieures du navire avaient été ouvertes. Et ça a amené les autorités à conclure que le bateau avait probablement été victime d'un acte de piraterie. Donc, des pirates seraient montés à bord du navire, auraient exécuté l'équipage, les auraient jetés par-dessus bord, et ensuite auraient pillé le navire, auraient mis le feu au navire. C'est un pétrolier, là. Faut comprendre que en mettant le feu, t'espères éventuellement qu'il va exploser. Et on avait même ouvert les écoutilles extérieures pour forcer l'eau à entrer à l'intérieur du navire. Ce que les autorités aussi ont fait savoir, c'est qu'il y avait 2 canaux de sauvetage à bord du navire et l'un d'entre eux était manquant. Donc, on suppose que les pirates ont pris ce bateau de sauvetage pour s'éloigner du fameux pétrolier. Bref, toute cette histoire-là pourrait être vulgairement qu'une histoire de piraterie sans aucun mystère là, digne du triangle des Bermudes associé à ça. Donc ça, malheureusement, pour ceux qui avaient hissé l'histoire du Tamaya 1 au rang d'un des grands mystères de ce siècle, là, quasiment côte à côte avec la disparition du MH370 d'Air Philippines, là, pas d'Air Philippines, mais de Air India. Air India, c'est pas ça? Non, c'est pas c'est Indonesia Airlines, là. Yes, c'est ça, oui. Donc non, c'est pas, faudra repasser, ce mystère-là n'en sera pas un pour très longtemps. Pourtant, on pouvait rêver, mais absolument. Quand on entend la vraie histoire de ta bouche, on se dit, ouais, un jour peut-être qu'il nous fera encore rêver. Ouais, mais dans ce coup-là, mais il y en a plein de mystères de la mer comme ça pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Mais celui-là n'en sera pas un. D'ailleurs, le truc dont je t'ai parlé, le fameux Marie Céleste, on n'a jamais vraiment trouvé une explication
pour vraiment avoir une certitude pourquoi l'équipage avait déserté le navire. Hein. Et c'était un petit bateau, un 2 mâts, qui était retrouvé au large des Açores, comme je l'ai mentionné, en 1872. On était en décembre 1872 et l'équipage avait abandonné le navire. La seule explication qu'on a trouvée, c'est que le bateau transportait des fûts d'alcool bruts. Et on croit qu'à un moment donné, il y a eu une explosion dans la cale, parce que, bon, des fuites d'alcool, ça peut produire éventuellement une explosion, mais sans flamme. Donc, il y aurait eu une explosion dans la cale, ça aurait fait sauter la trappe menant à la cale. L'équipage, on parle d'une dizaine de personnes à bord du navire, croyant que le navire était sur le point d'exploser à cause de sa cargaison, aurait rapidement fui le navire sur un canot de sauvetage. Et là, le navire, en réalité, a jamais explosé, donc il a continué à dériver. Et l'équipage, tu comprendras que perdu en haute mer sur un petit canot de sauvetage, il n'y avait pas beaucoup de chances de survivre. Et éventuellement, quelques semaines après, le Marie Céleste a été retrouvé, toute voile dehors, mais évidemment déserté de son équipage. C'est sûr ce que je trouve un peu plate, Christian. Quoi? C'est que dans les années 2000, maintenant, on est capable d'expliquer à peu près tout, ce qui arrive, toutes les tragédies qui peuvent arriver. Mais toutes nos vieilles histoires, là, lorsqu'on aura 50 ans, là, ou lorsqu'on aura 60 ou 70 ans, ça va être encore des histoires de 1872, parce que ça, on n'était pas là. Puis il n'y avait pas une approche scientifique pour expliquer les phénomènes qui se sont passés. Il n'y avait pas d'approche journalistique non plus, vraiment. Là. Ouais. Mais il y a quand même des mystères. Hein. On a mentionné il y a quelques minutes le Malaysia Airlines, là. Oui. Le vol 370. Là, ce que l'on sait, c'est que visiblement l'appareil est tombé en mer parce qu'on a retrouvé des débris, là, donc des morceaux d'ailes qui montrent bien que l'appareil est tombé en mer. Ouais. Mais au-delà de ça, on n'a aucune idée de tout son trajet. Hein. On sait que l'appareil a quitté, fait demi-tour et repassé au-dessus de la Malaisie, ensuite a fait route vers le sud, puis finalement on a trouvé un morceau d'aile là, tout près au large de l'Afrique, là, sur l'île de la Réunion. Mais pourquoi toute cette manœuvre-là? L'appareil est resté en l'air pendant des heures. Pourquoi aucune communication radio? On connaît l'issue. L'issue, c'est que l'appareil est tombé en mer, mais il a volé pendant 6 heures avant de tomber en mer, là. Oui, je comprends ça, mais tu sais, dans le temps Dossier Mystère, là, oui. Quand le monsieur il parlait sa grosse voix puis il parlait du triangle des Bermudes, là, écoute, j'étais rivé devant mon petit écran cathodique 14 pouces noir et blanc, là. Ouais. Puis je regardais ça, puis il y avait un mystère qui entourait tout ça. Ouais. On n'aura plus ça, malheureusement. De moins en moins. Ça, c'est sûr que c'est de moins en moins. Parce que plus les technologies avancent, évidemment, on a maintenant des GPS, on a toutes sortes de systèmes comme ceux-là. Donc, le triangle des Bermudes, même là, d'ailleurs, le triangle des Bermudes, on peut sérieusement se questionner, hein, parce que tout le monde évoque le triangle des Bermudes en disant, bon, il y a des disparitions mystérieuses, tout ça. Mais dans les faits, encore là, c'est quelque chose qui est un peu gonflé parce que si tu vérifies auprès de, et ce que moi j'ai fait, quand j'ai vérifié auprès de la Lloyd's, la compagnie qui assure le transport maritime, tu découvres finalement qu'au prorata, il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'il y en a un peu plus dans ce secteur-là parce que c'est une région où il y a plus de bateaux qu'ailleurs dans le monde. Tu comprends? Parce que faut bien comprendre que pour traverser de l'océan Pacifique à l'Atlantique, il n'y a que le canal de Panama. Sinon, tu es obligé de complètement faire le tour là, par l'Amérique du Sud pour remonter vers la côte ouest. Donc, les navires qui arrivent de l'Europe, qui veulent aller livrer de la marchandise, admettons, en Californie, bateau qui partirait d'Angleterre, doit livrer de la marchandise en Californie, il ne peut faire autrement que de passer par ce canal de Panama. Donc, c'est un peu comme un entonnoir. Hein. Tous les navires vont donc transiter vers cette région-là du monde pour pouvoir passer par le canal de Panama. Il y a donc plus de trafic maritime dans ce secteur-là que partout ailleurs dans le monde. Donc, il est normal qu'il y ait plus d'incidents ou d'accidents compte tenu de la circulation maritime, mais au prorata, si tu vérifies auprès des compagnies d'assurance comme la Lloyd, tu découvres qu'il n'y a pas plus d'accidents là qu'ailleurs dans le monde. Fait que finalement, le triangle des Bermudes est peut-être un mythe qu'on a créé parce que ça faisait plaisir à entendre avec le gars avec la grosse voix dans Dossier Mystère. Ouais. Oh, ouais, puis j'ai regardé les yeux de Laurence quand j'ai dit écran cathodique 14 pouces noir et blanc, là. Elle m'a regardé comme si j'étais un ancêtre. J'ai versé une larme. Non!
Mon Dieu, j'ai de l'arthrite des doigts. Je fais le comme plus long, on dirait ça. All right, Christian. On continue avec la NASA qui a découvert d'autres planètes. Ben oui, écoute, on en a déjà parlé, mais à chaque fois, c'est toujours un peu fascinant parce que ça nous rend plus humble par rapport à notre place que nous tenons dans le cosmos. Écoute, la NASA a annoncé il y a quelques jours, grâce au télescope Kepler, qui est un télescope spatial, qu'elle avait trouvé 1284 nouvelles planètes. C'est quand même pas n'importe quoi, là, 1284 planètes, ce qui, d'une certaine façon, double pratiquement le nombre d'exoplanètes qu'on avait déjà découvert. Et là, on peut donc dire que on en est rendu à 3264 exoplanètes. Incroyable. C'est quand même incroyable parce que, bon, je sais que Laurence va dire on est des ancêtres et moi j'en suis un, mais moi je me rappelle, il y a 20 ans, on savait même pas si le système solaire dans lequel on vivait, parce que quand j'étais jeune, moi, on avait 9 planètes dans notre système solaire. Ouais. Pluton était encore une planète. Ouais, tu t'en rappelles-tu de la phrase qu'ils nous avait donnée à l'école primaire pour qu'on s'en souvienne tous? Non. Mon Dieu, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ouais. Mon Dieu, tu m'as jeté, c'est ça. Ouais, c'est cette phrase-là. Pour pouvoir retenir le Mercure, Vénus, Mars, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. C'est ça. OK. C'était bon, hein? Ouais, c'était bon, hein? Mais, donc, c'est quand j'étais jeune, moi, Pluton était une 9e planète, et on ignorait si ce système-là dans lequel on habitait, si ce système-là était unique dans le cosmos, ou si c'était un modèle répandu. Parce que bien sûr, quand on sortait à l'extérieur et on observait l'espace, on voyait bien des milliers, des millions d'étoiles. Et chaque étoile est un soleil. Mais combien de ces soleils-là ont des planètes qui gravitent autour? Et à l'époque, moi je me rappelle, dans les années 60-70, c'était essentiellement une sorte de rhétorique intellectuelle. Il doit avoir des planètes, il y en a peut-être pas, on est peut-être tout seul, donc on ne le savait pas. Et là, voilà que depuis les 20 dernières années, en fait, nos connaissances dans le domaine de l'astronomie ont été complètement révolutionnées. On a découvert que non seulement des planètes, il y en avait, et là encore, la NASA annonce que plus de 1200 nouvelles planètes découvertes. On découvre que non seulement des planètes, il y en a, mais en fait que notre modèle, il est d'une banalité déconcertante. En fait, l'idée d'un soleil avec des planètes qui gravitent autour, c'est en fait une sorte de modèle de base assez répandu. Et ce qui est plus intéressant dans l'annonce de la NASA, c'est que parmi ces 1284 nouvelles planètes qui ont été découvertes, 55 d'entre elles seraient de type tellurique, c'est-à-dire une planète avec une croûte dure. Parce qu'on le sait, là, dans notre propre système solaire, Jupiter et Saturne, il n'y a pas de surface là-dessus. Hein? Ce sont des boules de gaz. Donc, on ne pourra jamais se poser sur ces planètes-là parce que c'est des boules de gaz. Et donc, des planètes avec des croûtes autour, là, ce qu'on appelle une planète tellurique, dans notre système solaire, on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et là, Pluton, si on accepte ou non que ce soit une planète. Les autres planètes, ce sont des géantes gazeuses. Donc là, dans les planètes qu'on a trouvées, il y en a 55 d'entre elles qui sont sans aucun doute des planètes du type dur, roche, là, un peu comme la Terre. Et on va même plus loin, la NASA dit que parmi 9 de ces planètes découvertes, il y en a 9 d'entre elles qui seraient en zone habitable, c'est-à-dire qu'elles sont assez éloignées de leur soleil et assez proches de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide. Parce que la vie telle qu'on la connaît, la vie, disons, qu'on dit carbone organique, là, il faut que tu aies de l'eau à l'état liquide. Alors, donc, si la planète est trop proche du Soleil, ton eau va s'évaporer en vapeur d'eau. Ouais. Puis si elle est trop éloignée du Soleil, ton eau devient de la glace. Donc, elle ne permet pas cette réaction chimique nécessaire à l'apparition de la vie. Mais là, dans le cas de ces planètes découvertes, la NASA dit, voilà, il y en a au moins 9 là-dedans qui semblent être à bonne distance de son étoile pour avoir de l'eau à l'état liquide. Et ça, c'est toujours une sorte de multiplication continuelle. Tu dis, bon, on en avait trouvé, on en avait déjà à peu près 1500, on en a un autre 1500 qui se rajoute, et à chaque fois, tu as des planètes de type terrestre, et non seulement des planètes de type terrestre, mais également en zone viable, donc qui pourraient avoir des formes de vie. Donc, au moment où on se parle, là, je pense que la liste doit être à peu près d'une 50aine de planètes qui ressemblent à la Terre que l'on a pu observer. Donc, qui pourrait être favorable au développement de la vie. Non seulement
favorable au développement de la vie, mais peut-être même habité par des civilisations et peut-être même des civilisations plus avancées que la nôtre. Ah ben ça, j'aime ça entendre ça. Il y a de l'espoir. J'ai mal aux jointures. D'après moi, il y a de la vie ailleurs. Christian, à chaque fois que tu passes sur nos ondes, je suis persuadé que c'est une des chroniques les plus écoutées à Québec. Ça, j'en suis sûr. Puis je viens d'en avoir la preuve. J'ai dit, mon Dieu, c'est mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Okay. Tu vois, je m'étais trompé juste d'un mot, puis je suis bombardé de « c'est mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». Mais c'est un bon truc dans le temps. Oui, absolument. Mais tu vois, moi, je suis un peu plus vieux que toi. Nous, quand moi j'étais jeune à l'école, la phrase qu'on nous avait donnée pour apprendre les planètes, c'était la première s'appelle Mercure, la deuxième est Vénus, la troisième c'est la Terre, bon, etc., etc. Mais toi, t'as fait ton cours classique, c'est ça, Christian? Oui, absolument. All right. On parle encore du monstre. J'avais le choix de devenir journaliste ou curé. On parle encore du monstre du Loch Ness? Eh oui, écoute, je vais te faire ça avec une belle petite nouvelle. Là. Yes. On en est, cette semaine marque le 20e anniversaire de la mise en place d'un site web, en fait un site en ligne qui s'appelle The Official Loch Ness Monster Sighting Register. Donc, le bureau officiel des enregistrements pour les apparitions du monstre du Loch Ness. Ça a été mis en place il y a 20 ans. C'est un service qui permet aux gens d'aller directement sur cette page web et de rentrer de l'information s'ils auraient été les témoins d'une apparition du monstre du Loch Ness. Donc, pour les auditeurs, le monstre du Loch Ness, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est un lac dans le nord de l'Écosse. Et depuis le 6e siècle, on raconte que les eaux du lac abriteraient une créature fabuleuse qu'on appelle Nessie. Donc, tu vois que Nessie est quand même âgé, hein, il y aurait 1600 ans à peu près aujourd'hui. Mais bon, comme on dit, hein, ça attend pas les années, ça, les bonnes choses. Donc, Nessie, ce service en ligne, donc conserve toutes les observations dites significatives. Donc, dès qu'une observation pourrait être expliquée, elle est éliminée, ou si une observation semble être un canular ou une fraude, elle est éliminée également. Et ce qui est assez surprenant, c'est que malgré ce décantage, on a quand même enregistré au cours des 20 dernières années plus de 1000 observations du monstre. C'est quand même beaucoup. Mais tu me diras que quand on sait que l'industrie touristique locale vit pratiquement avec le monstre qui injecte en fait dans l'industrie touristique plus de 50 millions de dollars par année, on comprend qu'on a intérêt à ce que notre monstre vive et vive bien. Effectivement, mais est-ce qu'on peut présumer qu'il y a certaines personnes qui ont fait des observations, Christian, que ces gens-là étaient bien... Tu sais, ils voulaient pas faire à croire qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont réellement vu quelque chose. Ça pourrait peut-être être un gros poisson, quelque chose du genre. Tu vois, moi, je suis allé au Loch Ness à quelques reprises. Et j'ai même pu plonger en sous-marin dans le Loch Ness. Ouais. Bon, en fait, c'est surtout que ça coûte 300 livres sterling, là, tu sais, là, mais finalement, tu vois absolument rien parce que les eaux sont trop boueuses, là, donc avis aux prochains visiteurs, là, s'il y a des auditeurs qui souhaitent se rendre au Loch Ness cet été. Mais je pense, effectivement, comme tu le mentionnes, que la plupart des observations qui sont rapportées au Loch Ness sont faites honnêtement. Moi, ça fait 40 ans, Yannick, que je suis dans cet univers-là du paranormal. Ouais. Et les gens qui ont essayé de me tromper volontairement pour me raconter soit une histoire de monstre, de fantôme, d'ovni, peu importe, je te dirais qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Les gens, généralement, sont honnêtes et rapportent ce qu'ils croient avoir vu. Ils croient être la vérité. Sont convaincus et bien intentionnés. Voilà, donc ils sont pas là pour ils croient ce qu'ils rapportent. Ouais. Mais comme tu l'as mentionné, est-ce que le fait d'observer un remous à la surface du Loch Ness, est-ce que c'est la preuve de l'existence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness? Il est là tout le débat. Faut pas se le cacher. En fait, l'histoire du monstre du Loch Ness, telle qu'on la connaît dans la culture populaire, cette histoire-là est née aux alentours de 1933. En cette année-là, parce qu'avant le Loch Ness, on avait de la difficulté à le voir. Il y avait bien une route qui le longeait, mais elle était très éloignée de la berge. Donc, on n'avait pas une bonne vue sur le Loch Ness. Et puis, à partir de 1933, on a construit une route qui longe la berge du Loch Ness, donc avec une vue imprenable sur le lac. Et là, on a vu soudainement se multiplier les apparitions de la créature. Donc, depuis 1933, le monstre est passé littéralement dans la culture populaire, alors qu'avant, c'était plus une légende.
Là, maintenant, le monstre fait partie de la culture populaire en Écosse et même à travers le monde. Maintenant, est-ce que ce que les gens voient est réellement une créature mystérieuse, inconnue de la zoologie? Jusqu'à maintenant, il ne faut pas se le cacher, les preuves sont excessivement déficientes. On n'a absolument aucun film très convaincant, pas évidemment de relevé biologique ou quoi que ce soit qui démontrerait l'existence de la bête. Et la photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness, on le sait maintenant, n'est rien d'autre qu'un petit sous-marin sur lequel on avait accroché un cou en bois, un jouet sous-marin qu'on avait fait naviguer dans les eaux du Loch Ness puis qu'on avait pris en photo. Ça, c'est la fameuse photo que je pense tout le monde a vue de ce c'est une sorte de grand coup qui sort des eaux du Loch Ness. C'est la photo la plus célèbre du monstre, mais cette photo-là est un trucage. Okay. Donc, les preuves sont excessivement déficientes. Quand j'étais au Loch Ness, j'ai pu rencontrer un biologiste, un type qui s'appelle Adrian Shine, et lui était plutôt d'avis que le monstre du Loch Ness, parce qu'il faut se mettre un peu dans la peau des riverains. Hein, le plus gros poisson qu'il y a dans les eaux du Loch Ness est un type de saumon qui fait à peu près 1 mètre de long. Donc, ça, c'est à peu près le plus gros poisson. Fait qu'imagine-toi, toi, t'es un riverain qui habite sur les rives du lac, tu vas pêcher dans le Loch Ness, tu sais que le plus gros poisson qui se trouve dans les eaux du lac, c'est un saumon qui fait à peu près 1 mètre de long. Alors, ce biologiste dont je te parle, Adrian Shine, lui croit que des esturgeons de la Baltique, qui est un immense poisson qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long, pourraient remonter le canal calédonien et remonter jusque dans le Loch Ness pour aller frayer. Alors là, ici, on parle d'un poisson de 3 mètres de long. Alors, toi qui es habitué de prendre des poissons dont tu sais que les plus gros mesurent 1 mètre de long, soudainement, t'entends, il y a un remous près de ton bateau, tu te retournes et tu vois une sorte de long dos crénelé qui fait 2,50 mètres de long, qui crève les eaux du lac, ben tu vas dire, j'ai vu le monstre. Voilà. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des esturgeons. Mais bon, mais ça montre encore une fois que les gens voient réellement des phénomènes à la surface de l'eau, les rapportent honnêtement comme étant quelque chose d'inexpliqué, d'inexplicable. Mais là, pour l'instant, disons que sur le plan de la zoologie, on a des avenues alternatives avant de crier à la survie d'un animal préhistorique qui vivrait depuis 1500 ans dans les eaux du Loch Ness. Christian, on invite les gens sur ta page web, christianpage.ca. Oui. Pour te lire, et on va surveiller les jointures à Laurence pour les prochains mois, savoir si elle est capable de prédire la température. Mais je pense que pour les prochains jours, elle devrait pas avoir trop de difficultés. Non, là, mes jointures se sentent plutôt bien pour les prochains jours. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée. Marceau, le soir. Radio X.